Bonjour tout le monde, je suis Dr Miftah. On va essayer de voir aujourd'hui le CG normal. Je pense que cette méthode, pas en live, c'est-à-dire d'enregistrer, je pense que c'est mieux que en live à cause des connexions. Surtout aujourd'hui, je suis à l'hôpital. En fait, on va essayer de voir, en tout cas, j'ai déjà un petit peu parlé, mais je vais refaire. Pour l'ECG normal, on va faire un petit rappel sur l'ECG normal, puis on passe aux troubles de rythme. Troubles de rythme, ce sont la fibrillation auriculaire. On a les troubles de rythme à l'étage auriculaire et les troubles de rythme à l'étage ventriculaire. Pour les troubles de rythme à l'étage auriculaire, on a la fibrillation auriculaire, le flûteur auriculaire, la, les extrasystoles auriculaires et les extrasystoles ventriculaires. Après, pour l'état jonctionnel, on a la tachycardie jonctionnelle, Bouvray. Et puis, on a pour l'étage ventriculaire, on a la fibrillation ventriculaire, la tachycardie ventriculaire, torsade de pointe et, on a, un peu rare, le flûteur ventriculaire. Juste, on va passer, juste, on va dire comme ça qu'il y a le flûteur ventriculaire. Très bien, donc on va commencer d'abord par un petit rappel sur l'ECG normal. On ne va pas passer par les échanges ioniques, malgré que c'est très important, mais pour vous, à votre niveau, ce n'est pas trop besoin. Certes, c'est bien de connaître ça, mais à la fin, vous devez, pour vous, qui est important, à l'examen ou dans votre pratique quotidienne, c'est d'interpréter un ECG, c'est-à-dire vous me répondez que j'ai dit, soit à l'examen ou dans la vie courante, est-ce qu'à l'ECG, on a une ACFA? ACFA, c'est l'arythmie complète par fibrillation par fibrillation auriculaire, ACFA. Ou est-ce qu'il y a un flûteur auriculaire? Ou est-ce qu'il y a une tachycardie ventriculaire ou fibrillation? Et après cette réponse, il faut après compléter qu'est-ce qu'il y a à faire. ACFA, il y a un risque thromboembolique, je donne un traitement anticoagulant, je donne des médicaments qui ralentissent la fréquence cardiaque ou des médicaments qui vont réduire cette ACFA. C'est pareil pour l'attaque cardiaque ou la fibrillation ventriculaire. Pour ça, les échanges ioniques, un peu de physiopathologie, c'est bien. C'est-à-dire, on sait que la cellule myocardique à l'état basal, elle est dépolarisée, c'est-à-dire à l'extérieur, elle est positive et à l'intérieur, elle est négative. Pourquoi ça? Parce qu'il y a beaucoup de sodium à l'extérieur, il y a peu de sodium à l'intérieur. C'est pour ça elle est positive. Il y a beaucoup de chlore à l'intérieur et il y a peu de chlore à l'extérieur. C'est pour ça elle est négative. Et après, on a les échanges. Vous savez, les 4 phases, la phase rapide, après l'entrée rapide de sodium, la sortie de potassium, l'entrée du calcium, etc., etc. Ça a été fait dans le CG normal. Moi, je passe. Donc, vous savez, dans le cœur, on a 2 types de cellules. On a les cellules myocardiques communes. Ce sont les cellules qui vont se contracter. Ce sont les ouvriers. Ce sont les cellules qui vont travailler. Il attend quelqu'un pour leur donner un ordre. Vas-y, ils vont commencer, ils vont travailler. Ce sont les ouvriers de notre cœur. Et on a encore les chefs, le tissu nodal, c'est lui qui donne l'ordre. Lui, il ne fait rien à part donner des ordres. Vas-y, travaille, travaille pas, travaille, travaille pas. Il peut donner des ordres, travaille rapidement, le travail à l'envers. C'est lui le chef. Il y a à leur tête, c'est le nœud sinusal, c'est lui qui commence au flaque. Il y a les autres, après, c'est le nœud AV, atrioventriculaire ou d'Achofé-Tawara. Il y a après le faisceau de His, puis la branche Tawat et la branche gauche du faisceau de His. Regardez, le nœud sinusal se trouve au niveau de l'oreillette droite. Après l'oreillette droite, il passe ici, il n'y a pas de tissu nodal. Le flux, il passe par contiguïté des cellules, doucement, jusqu'à il arrive au niveau de le nœud AV, du nœud AV. Donc, ici, il va dire à toutes ces cellules, contractez-vous. Donc, ça commence la contraction d'abord de l'oreillette droite, puis de l'oreillette gauche.
En fait, c'est trop minime la différence entre les deux. Donc, on va dire la contraction des deux oreillettes, c'est elle la première. Puis, l'influx, il vient à côté au niveau de le nœud AV. Donc, il va recevoir l'ordre de transmettre le flux nerveux parce qu'il ne va pas se contracter, il va juste transmettre le flux. Il va transmettre le flux vers il va transmettre le flux vers le faisceau de His. Ça, c'est le faisceau de His. Puis, le faisceau de His se bifurque en deux branches, la branche gauche et la branche droite. La branche gauche, elle passe vers le ventricule gauche et la branche droite, elle passe vers le ventricule droit. Donc, si un peu on voit ça par rapport à l'ECG, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, on a le nœud sinusal qui va se contracter. Ça, c'est la contraction des oreillettes. Donc, ça, c'est la contraction des oreillettes se manifeste à l'ECG par l'onde de P. Très bien. Il y aura transmission du flux, le nœud sinusal jusqu'au nœud AV. Il va commencer, parce que là, c'est encore très rapide, la transmission dans le tissu nodal. Donc, nœud AV ou le réseau de Purkinje, c'est presque pareil. D'accord? Et là, il y aura la contraction des ventricules qui se manifeste par le complexe QRS. C'est pour ça, s'il y a un problème entre l'onde de P et l'onde de Q, on parle de bloc auriculo-ventriculaire. Pourquoi bloc auriculo-ventriculaire? Parce qu'il y a un bloc entre les oreillettes et les ventricules. Bloc auriculo-ventriculaire et on est entre l'onde de P et l'onde de Q. D'accord? Maintenant, on a la vraie systole. C'est le vrai systole, c'est-à-dire la contraction des ventricules. Se manifeste à l'ECG par le complexe QRS. Puis, on a un petit repos. Et là, c'est la dépolarisation des ventricules. Et après, ici, c'est la diastole, c'est le repos. Il n'y a pas d'activité. C'est la seule ligne isoélectrique. Ici, après l'onde de T jusqu'à la prochaine onde de P, il n'y a pas d'activité cardiaque. C'est zéro, il n'y a pas d'activité. C'est très important là parce que c'est ce segment qui est isoélectrique qu'on compare. C'est-à-dire il faut comparer, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un sus ou sous-décalage, que ce soit du segment ST ou le segment PQ. Pas mal de gens, ils font l'erreur, ils comparent par rapport à l'espace PQ ou le segment PQ. Là, c'est une erreur parce que dans la péricardite, on trouve ce segment, il est sous-décalé. D'accord? Donc, le seul segment qui est isoélectrique du cœur, c'est le segment, si vous voulez, TP. Mais c'est après l'onde de T et avant l'onde de P. Ça, il n'y a pas d'activité cardiaque. Très bien, donc un peu schématique. Regardez, numéro 1, c'est le nœud sinusal. Après, il passe un petit peu partout. Après, jusqu'à numéro 9, qui est le nœud AV. Après, le faisceau de His, les deux branches, le réseau de Purkinje et la contraction musculaire. Regardez là, c'est synchrone, c'est-à-dire synchrone. Lorsqu'elle commence l'onde rouge, c'est-à-dire là, il y a le flux. Et c'est le nœud sinusal, c'est l'onde de P, etc., etc., etc. Mais un peu ralenti par rapport à la vraie vie. C'est ça, la transmission du flux nerveux. Vous savez que l'ECG normal, c'est un examen qui est indolore. Indolore, c'est-à-dire on peut le répéter 1000 fois sans que le malade il va avoir un problème. Ce n'est pas comme les autres examens. Un simple exemple, je donne un téléthorax. Téléthorax, ce n'est pas un examen anodin parce que chaque fois, on envoie des rayons. Ces rayons-là sont néfastes. Avec le temps, on va développer des cancers juste pour ces rayons-là. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, c'est un examen qui est indolore, qui n'est pas cher, qu'on peut le trouver partout. Partout, partout, je dis bien partout, parce que il y a même des endroits où il n'y a pas de médecin, mais il y a un infirmier qui fait un ECG. Et ça, surtout dans l'Europe. Et ils font des ECG, ils envoient ça à un médecin de garnison, un médecin, et là, il interprète, il dit qu'est-ce qu'il y a, s'il y a carrément un ST+, il va le thrombolyser, l'infirmier, etc., etc. Vous voyez, c'est-à-dire, vous serez vous-même dans des situations où vous devez interpréter le CG. Il faut l'interpréter. Il suffit généralement des cubitus dorsal, à part les dérivations basales. Généralement, on fait un petit peu le malade d'un côté pour faire les dérivations basales parce que les dérivations basales V7, V8, V9, presque ils sont postérieures.
On sait que, pardon, je reviens, d'accord. Donc, il faut préparer la peau, surtout parce qu'il y a l'haltère OCG de 24 heures. L'haltère OCG, il faut que les électrodes restent collées. Donc, généralement, on rase, surtout pour les hommes, les cheveux, et comme ça, on place bien les électrodes, même si on a besoin, on a des électrodes, on a des ECG parasités, il faut raser même un simple ECG. Attention, vous oubliez le nom, prénom, date, heure, l'année, surtout ça, parce que pas mal de fois, si vous êtes des médecins, vous travaillez aux urgences, vous n'allez pas avoir juste un seul médecin, donc jamais n'interprétez jamais un ECG où il n'y a pas de nom. Après le nom, on va voir après, il y a la vitesse d'étalonnage et l'amplitude, qui sont très importants, parce qu'on peut passer à côté des choses, parce que juste on n'a pas vu ça. Vous savez qu'il y a 18 dérivations pour le l'ECG normal. 18 dérivations, il y a 6 dérivations frontales, c'est-à-dire périphériques. Il y a 6 dérivations précordiales, c'est-à-dire précordiales horizontales. Horizontales parce qu'elles passent directement vers le cœur. Et frontales, c'est ça parce que c'est des dérivations qui donnent, vous avez déjà fait le circuit ou le triangle de Tauvin. Donc, pour les 6 dérivations périphériques, vous les connaissez, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, et les autres dérivations précordiales, c'est le V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Pour les dérivations périphériques ou frontales, on a 3 dérivations bipolaires. Bipolaire, c'est-à-dire un pôle négatif, négatif moins, et un pôle positif plus. Pour les autres, ce sont les D1, D2, D3. Pour les autres dérivations unipolaires, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle, c'est le cœur qui est à l'intérieur, c'est 0, 0, et à l'extérieur est positif. C'est pour ça qu'on les appelle, c'est des dérivations unipolaires, un seul pôle. Pour les autres dérivations précordiales, V1, V2, V3, V4, V5, V6, là, il faut savoir où placer ces électrodes. Je répète, s'il y a inversion des électrodes, l'infirmier ne sait pas ou là par négligence, c'est vous que vous avez. Très bien. Donc, je continue parce que j'avais un petit problème de connexion toujours. Très bien. Donc, je répète, il faut pas faire l'erreur avec les infirmiers. Il faut connaître où placer les électrodes. Parce qu'on peut faire une inversion des électrodes. L'inversion des électrodes, elle va vous coûter très cher. Au lieu qu'un malade, il est normal, juste vous donner un pansement gastrique, il rentre chez lui, vous allez déclencher l'alarme, vous allez dire que le malade il a un syndrome coronarien aigu. C'est pas pareil, un syndrome coronarien aigu ou normal, simple mopral, c'est pas pareil. On avance, on avance. Donc regardez pourquoi on dit ça, c'est une coupe pour voir chaque électrode, qu'est-ce qu'il voit. Le V6 et le V5, il voit le ventricule gauche. Le V1 et le V2, il voit le ventricule droit. Certainement, si on rajoute le V3R ici et le V4R, R c'est right, c'est-à-dire c'est là, elle va voir certainement le ventricule droit. Pour le V3 normal et V4 normal, ils vont voir c'est une zone de transition entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc, j'insiste sur comment faire un ECG. Il faut passer un jour aux urgences il faut placer un ECG au moins une fois dans votre vie pour savoir comment le placer. Donc, la séquence de dépolarisation, on sait, d'abord c'est une sinusale, puis c'est les cellules atriales, puis c'est le nœud AV, le IS, les deux branches, le réseau de Purkinje, et à la fin, c'est les cellules ventriculaires qui vont se dépolariser. Alors, là encore, c'est une dernière fois, le CG normal, contraction auriculaire se manifeste. Regardez, chacune, il y a le flèche. Flèche ici, là, il commence l'onde PLECG, c'est la contraction des oreillettes. Jusqu'à ici, c'est la contraction, il arrive le flux, regardez là, ici, c'est le nœud AV presque ici. Après, rapidement, il passe le nœud AV jusqu'au
le réseau de Purkinje, et là, c'est la contraction des ventricules. Encore, c'est là. Regardez, hein, en millisecondes. En millisecondes, là, par exemple, c'est 200 millisecondes. Là, c'est 0, ça, c'est 60 millisecondes. C'est vraiment très rapide. Hein. C'est très, très rapide, certainement, parce que chaque battement, c'est moins d'une seconde. Là, ils vont vous donner un jour un ECG comme ça, et vous devez l'interpréter parce que vous avez un malade devant vous. Certainement, ils vont vous donner 12 dérivations, des 1, des 2, des 3. Généralement, c'est ça. Toujours, on commence des 1, des 2, des 3, AVA, RAVIA, l'AVA, V1, V2, V3, V4, V5, V6. L'ordre des dérivations, généralement, est comme ça. Donc, je ne vais pas revenir à l'ECG normal, c'est-à-dire l'onde de P, le rythme sinusal, un rythme sinusal. L'onde de P est positif en inférieur, c'est-à-dire en D2, D3, elle est négative en aviaire, parfois positif, parfois déphasique, parfois négatif en V1. Chaque complexe QRS est précédé d'onde de P. L'onde de P, l'espace PR est constant dans toutes les dérivations. Après, on va voir, on commence par le nom, prénom, la vitesse et l'amplitude. Après, comme j'ai dit, est-ce que le rythme est sinusal ou non? On calcule combien la fréquence, le nombre de cas entre deux complexes RR sur 300 et on calcule la fréquence cardiaque. Donc, on dit un rythme sinusal régulier à 75 cycles par minute. Puis, on va commencer par l'auriculogramme. L'auriculogramme, l'amplitude et la durée de l'onde de P. Après, on va passer la morphologie de l'onde de P. Après, on va passer l'espace PR constant isoélectrique entre 0,12 et moins de 0,20. Puis, on va passer complexe QRS, l'axe du cœur, l'aspect du QRS en V1, V2 ou en V5, V6, la déflexion intrinsèque 8, est-ce qu'il y a un bloc de branche ou non. Après, on va passer au segment ST, est-ce qu'il est isoélectrique ou non. Et après, on va passer à l'onde de T, positif ou négatif, symétrique, asymétrique. Et enfin, le QT à combien? Inférieur à 0,40 ou allongé. Ça, vous avez fait ça, tout ça, vous avez fait ça, avec un petit rappel ici. Très bien. Maintenant, on va commencer notre TD. Aujourd'hui, c'est trouble du rythme. Trouble du rythme, on ne va pas avoir un trouble de conduction, trouble du rythme. Trouble du rythme, un peu de théorie. Trouble du rythme, les manifestations, généralement, qu'est-ce qu'on a? On a soit des palpitations, c'est-à-dire soit la fréquence elle est rapide, soit la fréquence elle est lente. La fréquence elle est lente, généralement, ce sont les troubles de conduction que vous avez fait ça. Ce sont les BAV, donc ralentissement. Le ralentissement se manifeste généralement par vertige, syncope, lipothymie. Le contraire, le rythme rapide, généralement, se manifeste par des palpitations. Palpitations, le rythme qui est rapide. Le problème, si ces palpitations dépassent certains seuils, il va être le contraire. Une fréquence qui dépasse 200, qui dépasse 250, il ne va pas rester conscient, le monsieur, il va syncoper ou l'hypothymie, ou va tomber. Ou carrément, il va avoir de lourd thoracique qui est fonctionnel puisque tellement la fréquence est rapide, il n'y aura plus de remplissage des ventricules parce qu'il faut un peu de temps pour que les ventricules aient une contraction des oreillettes et le ventricule reçoit des sons. Si on fait que les oreillettes font comme ça, il n'y a pas de son qui passe vers les ventricules et là, il y aura bas débit, baisse du débit sanguin et baisse de débit sanguin. Imaginez qu'il y a les suites, ce soit les syncopes à cause d'une hypoxie cérébrale ou l'hypothymie. Donc, vous voyez, parfois, c'est bien que la fréquence cardiaque elle augmente un peu. C'est-à-dire, la fréquence normale, c'est entre 50 et 100. À l'état physiologique, si on fait une activité physique, si on est stressé, activité physique, les muscles vont demander. Donc, je répète parce que toujours, parfois, je perds la connexion. Donc, je répète, s'il y a augmentation de la fréquence cardiaque, d'abord de manière physiologique, c'est-à-dire activité physique,
Les muscles vont demander, les muscles vont demander du sang. Et donc, il y a augmentation de la fréquence cardiaque. Au début, cette augmentation, elle est parallèle avec augmentation du débit cardiaque. Pourquoi? Parce que plus qu'on augmente la fréquence cardiaque, plus que le remplissage, euh, la systole auriculaire devient encore rapide et on va remplir beaucoup plus les ventricules et on va avoir augmentation du débit cardiaque. Après certains seuils, généralement à partir de fréquence à 150, nous on l'appelle FMT. C'est la FMT, la fréquence maximale théorique qui est égale 220 moins l'âge. Moins l'âge, c'est-à-dire vous, a priori, tous, vous avez 22 ans, donc 220 moins 22. Généralement, votre fréquence FMT maximum, c'est 198. Logiquement, si vous dépassez cette fréquence, la courbe va s'inverser et le débit cardiaque va commencer à baisser. Cette fréquence, par exemple, quelqu'un qui a 80 ans, donc 220 moins 80, égale combien? Égale 140. Donc 140, vous voyez, quelqu'un qui est âgé, si sa fréquence cardiaque elle dépasse 140 par un trouble de rythme, il va rapidement avoir une diminution du débit cardiaque, donc hypotension, généralement état de choc, et ça dépend soit syncope, l'hypothymie ou carrément le décès carrément, ça dépend c'est quoi le problème. Donc regardez, c'est pas beaucoup bien que la fréquence augmente. Aujourd'hui, on va voir l'augmentation de cette fréquence cardiaque. Vous avez fait dans les troubles de conduction baisse de cette fréquence cardiaque. Aujourd'hui, surtout, c'est l'augmentation de cette fréquence cardiaque, généralement plus de 140. Alors, numéro 1, on a d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a trois choses à faire aujourd'hui. Ce sont les troubles de rythme à l'étage auriculaire. On les appelle supraventriculaires. Les troubles de rythme à l'étage jonctionnel. On a une seule chose, on a deux choses. C'est l'extrasystole jonctionnel et deuxième chose, c'est la tachycardie jonctionnelle. Et troisième chose, c'est quoi? Troisième chose, c'est les troubles de rythme à l'étage ventriculaire. C'est surtout la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire et torsade de pointe, fluidité ventriculaire. On va voir. On va commencer par l'étage auriculaire ou supraventriculaire. On a numéro 1, c'est la fibrillation auriculaire. C'est la plus importante, la plus fréquente et je dis la plus grave parce que tellement elle est fréquente, elle donne beaucoup de problèmes thromboemboliques, on va voir. Deuxième, c'est flûtère. Après, tachycardie jonctionnelle, on a dit à l'étage jonctionnel, et puis c'est les extrasystoles. C'est quoi FA? FA ou ACFA? Fibrillation auriculaire ou arythmie complète par fibrillation auriculaire. C'est une activité atriale désynchronisée, anarchique, rapide. Regardez l'activité atriale. C'est 400 à 60 cycles par minute. Là, on comprend si c'est vrai. Heureusement que cette fréquence, c'est une fréquence auriculaire. Si cette fréquence est fréquence ventriculaire, c'est la mort, c'est le décès. Il n'y a pas d'activité. Le ventricule ne peut pas supporter cette fréquence. Donc, il n'y aura pas de systole. Heureusement, c'est auriculaire. On va voir après la fibrillation ventriculaire et on va voir après les conséquences. Donc, dans la fibrillation auriculaire, on suit bien ici disparition des ondes de P. Il n'y a pas d'ondes de P parce qu'il n'y a pas d'activité atriale. Il n'y a pas d'activité atriale. Donc, cette onde de P va être remplacée par la trémulation de la ligne isoélectrique. Très bien, trémulation de la ligne isoélectrique. Ça, c'est numéro 1, très important. Il n'y a pas d'onde de P. On voit juste trémulation de la ligne isoélectrique. Fibrillation auriculaire, on a une oreillette, on a deux oreillettes. Ils ne se contractent pas comme ça, la contraction, mais il n'y a pas, ils font comme ça. Comme ça, c'est la fibrillation auriculaire. Il n'y a pas d'activité synchrone. C'est une activité qui est anarchique. Comme ça, c'est aux alentours de 400 par minute. Essayez de faire ça 400, regardez la rapidité de cette fibrillation. Maintenant, quelle est la réponse des ventricules? Parce que là, je n'ai pas de remplissage, je n'ai rien. Quelle est la réponse? Alors, l'activité ventriculaire, elle est irrégulière. Irrégulière avec une fréquence variable. Pourquoi fréquence variable? Parce que le nœud AV, heureusement, il est intelligent, il va bloquer un peu ces flux. Il ne va pas laisser que les flux bien, c'est-à-dire un bon remplissage, entre parenthèses, bon remplissage, c'est que ça, il va le laisser passer. S'il n'y a pas un bon flux, il ne va pas le laisser passer.
Donc ici, c'est au cas par cas, il laisse passer. C'est pour ça que le rythme n'est pas régulier. Très important à connaître et apprendre par cœur dans la fibrillation auriculaire, le rythme n'est pas régulier. C'est un rythme qui est irrégulier. Je parle bien le rythme, c'est les ventricules. Toujours, on calcule le rythme par la fréquence ventriculaire, c'est-à-dire les ondes de R. Les ondes de R à l'ECG. C'est là qu'on calcule le rythme cardiaque. Donc, parce que c'est ça, la systole, le vrai systole ventriculaire, c'est là. Donc, le rythme ventriculaire est irrégulier parce que le nœud AV, il passe pas toutes ces, heureusement, il passe pas tous ces influx anarchiques et rapides. Donc, il va passer. Donc, c'est une activité anarchique et régulière. Là, ça dépend. Ça dépend de la perméabilité de nœud AV. Est-ce que cette activité va être rapide ou lente? Est-ce qu'il va laisser passer tout le monde? Donc, il va y avoir une tachycardie, tachyarrhythmie ou tachycardie avec une fréquence qui dépasse 100, par exemple la fréquence à 200 cycles par minute, ou carrément le contraire, il est très exigeant, il ne laisse pas passer les gens, donc un rythme moins de 50, on va parler de bradé-ACFA. On va voir. Alors, regardez là, j'ai un ECG, on va essayer d'interpréter cet ECG-là. Là, d'emblée, j'ai une trémulation de la ligne isoélectrique. Regardez la ligne isoélectrique. C'est quoi la ligne isoélectrique? Surtout après l'onde de T et des ans après une onde de P. Ici, il n'y a pas d'onde de P. Vous ne me dites pas que ça, c'est l'onde de P ou ça, c'est l'onde de P. Ça, c'est des trémulations. Trémulation de la ligne isoélectrique. Très bien. Donc, j'ai numéro 1, trémulation de la ligne isoélectrique, il n'y a pas d'onde de P. Et numéro 2, la plus importante parce que vous allez trouver ça que ici, dans la fibrillation atriale, le rythme cardiaque est irrégulier. Le rythme, c'est-à-dire l'espace RR. Il faut qu'ici, généralement, nous, même en tant que cardiologue, on prend un papier et on calcule. Calcule combien l'espace RR. Parce que parfois, comme ici, c'est visible, et c'est juste 3 carreaux. Ici, il y a 5 ou 6 carreaux. Donc, c'est logique qu'il n'y a pas d'égalité du rythme cardiaque. Encore autre chose qu'il faut faire attention des extrasystoles. Extrasystoles, on va voir les extrasystoles après, mais généralement, l'extrasystole, il y a un seul ou deux extrasystoles et la forme, soit change l'extrasystole, la forme de l'extrasystole, ou on trouve déjà un repos compensateur. Donc, déjà, l'extrasystole, c'est autre chose. Et encore une dernière fois, ce n'est pas que ce cycle qui n'est pas correct. Généralement, on ne trouve pas de cycle comme l'autre cycle. Parce que, comme j'ai dit, le nœud AV, chaque fois, il laisse passer des gens comme ça, anarchiquement. Ici, c'est que 3 carreaux. Ici, c'est 4 carreaux. Ici, c'est 6. Ici, c'est 4. C'est activité anarchique. Donc, deux choses importantes pour l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Il n'y a pas d'activité auriculaire. Il n'y a personne qui peut me dire que ça, c'est des ondes P. Non, ça, c'est des trémulations de la ligne isoélectrique. Ce n'est pas des ondes de P. C'est des trémulations de la ligne isoélectrique. Donc, numéro 1, il n'y a pas d'onde de P. C'est juste une trémulation de la ligne isoélectrique. Et numéro 2, la plus importante, un rythme est irrégulier est une ACFA jusqu'à preuve du contraire. Un rythme irrégulier est un ACFA jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc, arythmie complète. Le mot déjà ACFA, c'est quoi? C'est une arythmie. Donc, il y a une arythmie. Donc, c'est très simple pour vous. J'avance. Je reviens d'abord. Regardez là, la fréquence, elle est bien. Aux alentours de 70-80, c'est bien cette fréquence cardiaque pour cette arythmie. Là, le CEG qui suit, aussi ici, est-ce que là, aussi c'est pareil, c'est une ACFA. ACFA parce qu'il y a arythmie complète par fibrillation auriculaire. Pourquoi? De loin, si on voit que le rythme n'est pas régulier. Regardez ce cycle-là, c'est plus de 3 carreaux, c'est 4 carreaux. Ici, c'est 2 carreaux. Ici, c'est 2,5. Ici, c'est 2 virgules. Donc, pour faire la part des choses, toujours on prend un papier et on calcule l'espace RR et on voit est-ce que cet espace RR est constant ou non. Et aussi, il y a trémulation de la ligne isoélectrique, il n'y a pas d'onde P visible. Quelqu'un me dit ici, il y a une onde de P, regardez. Ah oui, parfois, parce qu'il y a
Parfois, c'est juste un artefact. Si c'est en 2P, là, il n'y a pas d'onde de P. Généralement, c'est la même ligne. C'est un onde de P ici, il y a une onde de P ici. D'accord? Donc, on ne voit pas si on voit parfois, comme ici, quelqu'un peut me dire que ça, c'est une onde P. Non, c'est trémulation. Le rythme est irrégulier. C'est une CFA. Encore là, je reviens. Le rythme, il devient un peu rapide. Un peu rapide. La fréquence cardiaque ici. Alors, quelqu'un peut me dire comment on calcule la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est pas comme un ECG normal, un seul RR, donc 300 sur un seul complexe RR, le nombre de carreaux, on trouve la fréquence. Et c'est aussi, c'est simple, on peut calculer, on prend 6 secondes, 6 secondes, 6 secondes, c'est-à-dire vous avez chaque gros carreau, c'est une seconde. Un petit carreau, c'est 0,04. Un petit carreau, 0,04. Un gros carreau, 0,04 fois 5, c'est 0,2. 5 de ces gros carreaux, c'est une seconde. Une seconde, donc 6 gros carreaux. En tout cas, je sais que ça, c'est un peu difficile ce que je parle, mais on revient, regardez mon curseur, c'est lui qui le voit. Ça, là, il y a un petit carreau. Alors, il est disparu. Attends, on va le rechercher. Voilà. Donc là, il y a là, un petit carreau, c'est 0,04. Ce carreau qui est moyen généralement, ça, on l'appelle gros carreau, c'est 0,4 fois 5, c'est 0,2. 0,2. En fait, si vous voyez un bon ECG, 5 gros carreaux, il y a une autre ligne un peu gras. On parle de gros carreau, ça carrément, c'est une seconde. Donc 6 secondes, on calcule 6 secondes. Et après, on compte combien de complexes QRS. On trouve par exemple 7 complexes QRS, on va dire 7 fois 10, la fréquence cardiaque est 70. Si on trouve 15 complexes, on dit 15 fois 10, c'est 150 cycles par minute. Ça, c'est des choses pratiques qu'il faut après, si on peut interpréter des ECG sur place et on compte la fréquence cardiaque pour la fibrillation auriculaire. Regardez là, la fréquence elle commence à être rapide et ici, entre les deux QRS, c'est vraiment moins de 2 carreaux. Vous savez, si c'est moins de 2 carreaux, la fréquence, c'est-à-dire elle est plus de 150, d'accord? Donc, elle est plus rapide, mais toujours, il y a trémulation de la ligne isoélectrique, il n'y a pas d'onde de P visible et le rythme il est irrégulier. C'est logique, plus que le rythme est rapide, plus que l'irrégularité devient un peu floue, on ne la voit pas bien. C'est pour ça toujours, il faut calculer avec un papier et on calcule la fréquence. Est-ce que le rythme est régulier ou non? Donc, on met un papier, on marque 2RR, après on prend ce papier, on le place ici, après on le place ici, après on le place ici, après on le place ici. On va voir est-ce que la fréquence est régulière ou non. Et si c'est oui, c'est oui, c'est non. C'est une CFA jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour la CFA est très simple. Un rythme irrégulier est une CFA. Pour vous, à votre niveau, c'est ça. C'est très simple. Un rythme irrégulier est une CFA. Parce que l'extrasystole, vous allez voir une extrasystole comme celle-là, c'est une extrasystole, elle est visible. Là, c'est une extrasystole ventriculaire. On va voir après les extrasystoles. En tous les cas, un rythme qui est aberrant, qui n'est pas comme les autres cycles. On peut voir ça, extrasystole. Pour vous, un rythme irrégulier est une CFA jusqu'à preuve du contraire. Là, pour les étiologies, ça, dans le cours, vous avez fait ça. Il y a généralement, soit les cardiopathies valvulaires, hypertensives, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, FA idiopathique, etc., etc. Donc, pour la CFA, parfois elle est paroxystique, parfois elle est chronique. Toujours, en fait, pour le diagnostic, surtout, on peut juste faire le pouls ici pour suspecter cette CFA. Par exemple, quelqu'un que vous le voyez dans la route ou votre parent, juste on met le pouls au niveau radial ici. Si le rythme est rapide, parfois on sent que le rythme est rapide mais irrégulier. D'accord? Ça, vous allez voir ça si vous allez consulter ou examiner un malade qui a une CFA. Vous allez faire la part des choses. Très bien. La première complication grave de la CFA, c'est les complications thromboemboliques.
Certes, il y a l'insuffisance cardiaque. Pourquoi il y a l'insuffisance cardiaque? L'insuffisance cardiaque parce qu'il y a diminution du débit cardiaque, parce que le remplissage se fait mal. Donc, diminution du débit cardiaque. Et dans tous les cas, même une fréquence normale, il y a la diminution du débit cardiaque. Donc, la CFA, toujours, elle n'est pas bien parce qu'elle va